Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir choisi cette nouvelle leçon pour accompagner votre soirée. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément à soutenir notre travail. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous porter par les mystères de l'histoire. Je vous souhaite une écoute paisible et enrichissante. L'histoire de l'Atlantide commence non pas dans l'océan, ni au fond des abysses, mais dans l'esprit d'un philosophe grec du nom de Platon. Nous sommes au IVe siècle avant notre ère. Athènes, berceau intellectuel de la Grèce classique, renaît peu à peu après les ravages de la guerre du Péloponnèse. Dans ce contexte de reconstruction morale et politique, Platon rédige ses célèbres dialogues, parmi lesquels deux vont marquer durablement la pensée occidentale, le Timée et le Critias. C'est dans ces textes que l'Atlantide apparaît pour la première fois. Dans le Timée, Platon présente le récit comme une tradition ancienne, transmise à son ancêtre Solon par des prêtres égyptiens à Saïs, une ville située dans le delta du Nil. Selon ces prêtres, Athènes aurait, il y a environ 9000 ans, résisté victorieusement à une puissante civilisation venue de l'Atlantique, l'Atlantide. Peu après cette guerre, une série de cataclysmes naturels aurait englouti les deux puissances, effaçant presque toute trace de leur existence. L'Atlantide, telle que décrite par Platon, n'est pas simplement une île. C'est un empire vaste, plus grand que la Libye et l'Asie réunies, s'étendant au-delà des colonnes d'Hercule, que l'on identifie aujourd'hui comme le détroit de Gibraltar. Cette île était composée de plusieurs zones concentriques, alternant terre et canaux d'eau, construites avec une ingénierie avancée et un sens aigu de l'urbanisme. Au centre se trouvait une ville splendide, dominée par un palais immense et des temples dédiés à Poséidon, leur dieu protecteur. La société atlantéenne était hiérarchisée mais efficace. Elle reposait sur une monarchie héréditaire, assistée d'un conseil de 10 rois, chacun régnant sur une partie de l'île, mais tous soumis aux lois dictées par Poséidon lui-même. Leur économie était florissante grâce à des ressources naturelles abondantes. Or, argent, cuivre et une mystérieuse matière appelée orichalque. L'agriculture prospérait, soutenue par un réseau d'irrigation sophistiqué et une organisation méthodique du territoire. Mais c'est précisément cette prospérité qui conduisit à leur chute. Selon Platon, les Atlantes perdirent leur vertu et se laissèrent corrompre par leur richesse et leur pouvoir. Leur société sombra dans l'arrogance, la décadence et l'injustice. Les dieux, offensés, décidèrent alors de punir cette civilisation autrefois exemplaire. En un seul jour et une seule nuit, l'Atlantide fut engloutie sous les flots. Pour Platon, ce récit a une portée philosophique et morale. L'Atlantide représente la cité qui s'éloigne des lois divines, tandis qu'Athènes symbolise la cité idéale, gouvernée par la raison et la modération. Ce contraste sert à mettre en lumière les dangers de l'hubris et à rappeler l'importance des valeurs éthiques dans la construction politique. Ainsi, l'Atlantide ne doit pas être comprise seulement comme un récit historique, mais aussi comme un avertissement adressé à son époque. Au fil du temps, ce mythe a alimenté des réflexions variées. Certains auteurs de l'Antiquité, comme Diodore de Sicile, ont évoqué l'existence de terres au-delà de l'océan. D'autres traditions culturelles, comme celle de la Mésopotamie ou de l'Égypte, relatent également des récits de déluges, de civilisations englouties ou disparues. Le mythe platonicien s'inscrit ainsi dans une vaste constellation de récits anciens sur la destruction des peuples par les forces naturelles ou divines. À partir du XIXe siècle, l'intérêt pour l'Atlantide prend une nouvelle tournure. Des explorateurs, des écrivains et même des scientifiques tentent d'identifier cette île mystérieuse
a une réalité géographique. Certains la situent à Santorin, détruite par une éruption volcanique vers le XVe siècle avant notre ère. D'autres la cherchent dans les fonds marins de l'Atlantique, en Afrique de l'Ouest, voire en Amérique du Sud. Pourtant, aucune preuve irréfutable ne vient confirmer l'existence de l'Atlantide telle que Platon l'a décrit. Ce manque de preuves n'a jamais freiné l'imaginaire collectif. Bien au contraire, il a renforcé l'aura du mystère. L'Atlantide fascine car elle se situe à la frontière du réel et de l'invention, du souvenir et de l'utopie. Elle interroge la mémoire des civilisations, la fragilité de l'ordre humain et le destin des empires. En ce sens, elle agit comme un miroir. Elle reflète à la fois nos aspirations et nos craintes les plus profondes. Dans les chapitres suivants, nous poursuivrons cette exploration en examinant d'autres aspects du mythe, ses interprétations à travers les âges, et l'impact qu'il a eu sur la pensée occidentale. Qu'elle soit légende ou réalité oubliée, l'Atlantide continue de vivre dans notre culture, dans nos recherches et dans nos rêves. La deuxième étape de notre voyage à travers le mythe de l'Atlantide nous conduit à examiner en détail les descriptions que Platon donne de cette mystérieuse civilisation. Dans le dialogue intitulé Critias, le philosophe offre un portrait extrêmement structuré de l'île et de sa société. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la précision quasi technique avec laquelle il décrit l'organisation géographique, politique, militaire et religieuse de l'Atlantide. Ces détails ont alimenté des générations d'interprètes et ont conduit certains à penser qu'il ne pouvait s'agir d'une simple invention littéraire. Platon affirme que l'Atlantide fut fondée par le dieu Poséidon, qui choisit une portion de terre au centre d'une île vaste pour y élever une dynastie de rois. Il aurait eu 10 enfants de Clito, une femme mortelle, chacun gouvernant une partie du territoire. Le centre politique des religieux de l'île se situait dans une plaine fertile, protégée par des montagnes et bordée d'un océan. Cette plaine était elle-même encerclée par des anneaux de mer et de terre concentriques, formant une structure défensive aussi remarquable qu'esthétique. La capitale de l'Atlantide était aménagée selon un plan circulaire. Au centre se trouvait une île sacrée, contenant le temple de Poséidon, entouré de murailles couvertes d'orichalque, un métal mystérieux décrit comme l'un des plus précieux après l'or. Les Atlantes avaient pondivé percé des canaux pour relier les anneaux et faciliter la circulation des navires. Les ponts reliant les différentes zones étaient bordés de tours, de portails et de gardes, soulignant l'importance de la sécurité et de la surveillance dans cette société. Chaque détail donné par Platon semble destiné à montrer à quel point les Atlantes avaient atteint un haut niveau de développement technique et organisationnel. Les chantiers navals étaient nombreux, les entrepôts bien structurés, les installations portuaires capables d'accueillir un nombre important de navires. On y trouvait également des hippodromes, des stades, des thermes, des jardins et des résidences élaborées. La ville elle-même était divisée en secteurs dédiés aux activités religieuses, commerciales et militaires. L'armée atlante était imposante. Chaque roi devait fournir une contribution militaire en fonction de la taille de son territoire. Au total, Platon décrit une force de guerre comprenant 60 000 soldats d'infanterie lourde, autant de cavaliers, 200 000 fantassins légers et une flotte de 1200 navires. À cela s'ajoutaient des chars, des éléphants de guerre et une logistique de soutien très développée. Cette puissance militaire servait non seulement à défendre l'île, mais aussi à étendre son influence sur d'autres régions, y compris en Méditerranée. La religion occupait une place centrale dans la vie atlantéenne. Le culte de Poséidon était omniprésent.
Des sacrifices avaient lieu à intervalles réguliers, et les prêtres organisaient des cérémonies complexes dans les temples somptueux. Les lois, transmises à l'origine par le dieu lui-même, étaient gravées sur des colonnes de métal situées dans le sanctuaire central. Ces lois, inchangeables, garantissaient l'équilibre entre les différents rois et assuraient la stabilité de l'ensemble du royaume. Les institutions politiques de l'Atlantide étaient codifiées de manière stricte. Le conseil des 10 rois se réunissait périodiquement pour juger les litiges, statuer sur les affaires militaires et trancher les conflits commerciaux. Chaque roi conservait une certaine autonomie, mais devait obéissance aux décisions collectives. L'union sacrée des rois reposait sur des serments religieux, qui rendaient toute trahison non seulement illégale, mais aussi impie. Cette structure fédérale renforçait l'unité de l'Empire et limitait les risques de division. L'économie, elle aussi, était parfaitement organisée. La richesse de l'Atlantide venait de ses ressources naturelles, de ses terres agricoles fertiles, de ses forêts abondantes et de ses minerais. Le commerce maritime permettait l'exportation de produits transformés et l'importation de biens rares. L'artisanat était florissant, notamment la fabrication de bateaux, d'armes, de bijoux et d'objets de culte. L'île pratiquait également un élevage intensif avec une grande diversité d'animaux, y compris des chevaux, des bovins et même des éléphants, qui semblent être utilisés pour le travail et la guerre. Un autre aspect frappant de la société atlante est la manière dont Platon insiste sur la richesse naturelle et la beauté du territoire. L'île bénéficiait d'un climat tempéré, de pluies régulières, de montagnes boisées, de sources thermales et de terres cultivables. L'eau douce était abondante et captée dans de vastes réservoirs. Les Atlantes avaient construit des aqueducs et des systèmes de stockage permettant d'irriguer les champs même en période sèche. Les maisons, les palais et les bâtiments publics étaient décorés avec des métaux rares, des marbres colorés et des fresques impressionnantes. Ce luxe matériel, cependant, n'est pas présenté comme une fin en soi. Dans les débuts de leur histoire, les Atlantes restaient vertueux, respectueux des dieux, modérés dans leurs désirs et attachés à la justice. Leur prospérité était donc équilibrée par une vie morale et spirituelle. Mais au fil du temps, cette modération s'efface. La richesse engendre la convoitise, l'orgueil, la compétition entre les rois. C'est cette dégradation des mœurs qui entraîne la perte de l'Atlantide. Les dieux, voyant les hommes se détourner des lois sacrées, décident de déchaîner contre eux la nature, mettant fin brutalement à leur civilisation. Ainsi, dans cette description très complète, Platon nous montre une civilisation à son apogée, autant sur le plan technique que politique et spirituel, mais qui finit par tomber à cause de son excès de puissance et de sa perte de valeur. Il ne s'agit pas simplement d'un récit de grandeur perdue, mais d'un avertissement contre la démesure et l'oubli des fondements éthiques. À travers l'Atlantide, c'est toute la fragilité des sociétés humaines face à la tentation du pouvoir absolu qui est exposée. Dans le prochain chapitre, nous analyserons la manière dont l'histoire de l'Atlantide a été perçue par les penseurs de l'Antiquité, les premières réactions qu'elle a suscitées et comment elle a été intégrée ou contestée dans les débats intellectuels de l'époque. Le regard des contemporains de Platon nous permettra de mieux comprendre la place que tenait ce mythe dès son origine. Platon affirme que la fondation de l'Atlantide remonte à une époque mythique, bien antérieure aux civilisations connues de son temps. Cette antériorité sert à renforcer le contraste entre la grandeur originelle et la décadence finale. Il précise que la civilisation atlante existait 9000 ans avant Solon, ce qui situerait son apogée plus de 11 000 ans avant notre ère. Une telle datation
dépasse largement ce que les historiens considèrent comme l'âge des premières civilisations organisées, mais elle participe à la construction d'un passé idéalisé, riche en leçons pour le présent. La structuration du territoire reflète une compréhension avancée de l'aménagement urbain. Les Atlantes ne se contentèrent pas d'habiter leur espace. Ils l'organisaient, le façonnaient, l'adaptaient à leurs besoins. Les anneaux concentriques de la capitale n'étaient pas seulement esthétiques, ils permettaient une régulation efficace de la circulation, de l'eau et du commerce. Chaque partie de la ville remplissait une fonction précise, et rien ne semble laissé au hasard. Cette rationalité urbanistique est décrite comme supérieure à celle des autres peuples de l'époque. Les fortifications étaient également impressionnantes. Murs d'enceinte, tours de garde, canaux défensifs, tout était conçu pour protéger la capitale d'une éventuelle attaque. Les matériaux utilisés témoignent de la richesse de l'île. Pierres volcaniques, métaux précieux, bois rares. Ces éléments renforcent l'image d'une civilisation qui avait su exploiter son environnement sans en être esclave. Elle le maîtrisait, l'aménageait et en tirait le meilleur, dans un équilibre apparent entre nature et technique. Un autre point important réside dans le système de loi et de gouvernance. Platon insiste sur le fait que les rois de l'Atlantide ne pouvaient modifier les lois transmises par Poséidon. Cela montre une volonté de stabilité institutionnelle, de respect de l'ordre sacré. Les décisions collectives étaient prises lors d'assemblées rituelles, où les rois devaient en prêter serment sur le sang d'un taureau sacrifié. Ces pratiques révèlent une conception théocratique du pouvoir, où le politique est inséparable du religieux. Ce lien entre foi et gouvernement se retrouve dans les rituels publics. Les Atlantes célébraient régulièrement des fêtes religieuses, dont certaines impliquaient toute la population. Ces célébrations n'étaient pas de simples divertissements, mais des moments de cohésion sociale et de renouvellement du pacte entre les citoyens, les rois et les dieux. À travers elles, les Atlantes réaffirmaient leur identité commune et leur fidélité aux principes fondateurs de leur civilisation. Pourtant, même dans ce modèle apparemment idéal, les germes de la destruction étaient présents. À mesure que le temps passait, la discipline faiblissait, les coutumes se relâchaient, et les rois devenaient de plus en plus avides. L'unité entre les royaumes se fissura. Le respect des lois divines fut remplacé par des rivalités, des ambitions territoriales, des conflits d'intérêts. Cette évolution, lente mais inexorable, aboutit à une fracture morale que Platon présente comme le vrai point de bascule de l'histoire. La punition infligée par les dieux ne fut pas immédiate, mais totale. Elle prit la forme d'un cataclysme sans précédent. Séismes, inondations, raz-de-marée. La terre elle-même se retourna contre ses habitants. En un jour et une nuit, tout fut englouti. Il ne resta plus rien de l'Atlantide, ni ses palais, ni ses ports, ni ses armées. Ce récit, bien que dramatique, n'a rien de sensationnaliste dans la plume de Platon. Il est sobre, presque clinique, et justement pour cela d'autant plus marquant. À travers cette destruction totale, le philosophe nous montre à quel point la grandeur humaine est vulnérable si elle n'est pas guidée par la vertu. La technique, la richesse, l'ordre institutionnel ne suffisent pas à préserver une civilisation de sa propre chute. C'est une leçon que Platon adresse à ses contemporains, mais qui résonne encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple disparu, mais celle de tout peuple qui oublie ses fondations morales. Au fil du temps, les textes de Platon sur l'Atlantide ont suscité des réactions variées dans le monde antique.
Si le récit a profondément marqué la postérité, il est important de comprendre comment ses contemporains et successeurs immédiats ont perçu cette histoire. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les auteurs classiques ne se sont pas empressés d'embrasser ou de développer la narration platonicienne. Au contraire, l'Atlantide reste largement absente des grands ouvrages historiques grecs et romains, ce qui laisse penser que beaucoup considéraient le récit davantage comme une construction philosophique que comme un fait établi. Tolide, Aristote, élève de Platon, est l'un des premiers à exprimer une forme de scepticisme à l'égard de l'Atlantide. Selon des fragments rapportés, il aurait déclaré que celui qui avait inventé l'Atlantide avait également réussi à la faire disparaître. Cette phrase concise mais mordante suggère qu'il voyait dans ce récit une pure fiction, un outil rhétorique ou symbolique, sans réalité historique. Le silence de nombreux autres auteurs grecs, tels que Xénophon ou Thucydide, sur le sujet renforce cette hypothèse. Ces historiens, pourtant attentifs aux événements géopolitiques de leur époque, ne font jamais mention d'une civilisation engloutie ou d'un continent perdu. Cependant, quelques penseurs ont pris le récit de Platon au sérieux, ou du moins s'en sont inspirés pour développer des idées connexes. Le philosophe néo-platonicien Proclus, au 5e siècle de notre ère, a défendu la véracité du récit. Dans ses commentaires sur le Timée, il affirme que les prêtres égyptiens possédaient effectivement des archives de très anciennes relatant l'histoire de l'Atlantide. Il évoque aussi d'autres sources, comme Crantor, un disciple de l'Académie platonicienne, qui aurait vu de ses propres yeux des inscriptions antiques confirmant l'existence de cette civilisation. Toutefois, ces témoignages demeurent rares, tardifs et souvent entourés d'interprétations allégoriques. Chez les Romains, le mythe de l'Atlantide ne semble pas avoir eu un écho particulier. Des auteurs comme Cicéron, Tite-Live ou Tacite, pourtant intéressés par les fondements de l'histoire et de la morale, n'évoquent comme jamais ce continent englouti. Cela peut s'expliquer par leur approche plus pragmatique de l'histoire, centrée sur les faits politiques et militaires observables. La tradition romaine privilégie l'empirisme et le concret, et tend à reléguer les récits mythologiques au rang de littérature morale ou éducative. Dans ce contexte, l'Atlantide reste en marge de leurs préoccupations. Il faut attendre l'essor de l'hermétisme et du néoplatonisme pour voir réapparaître l'intérêt pour l'Atlantide dans les cercles philosophiques. Ces courants, influencés par les mystères égyptiens, la symbolique cosmique et l'idée d'un savoir caché, trouvent dans le récit de Platon une source de méditation sur la chute des civilisations et les cycles cosmiques. L'Atlantide devient alors non seulement un avertissement moral, mais aussi une clé ésotérique, un symbole de la perte du savoir originel et du lien entre l'homme et le divin. Cette lecture, cependant, s'éloigne encore davantage d'une interprétation historique littérale. Dans les siècles qui suivent, le mythe tombe dans un certain oubli. Le Moyen Âge occidental, dominé par une vision chrétienne de l'histoire et du monde, ne s'intéresse guère aux récits antiques non bibliques, sauf à travers leur moralité implicite. L'Atlantide ne fait pas partie des références courantes de la culture médiévale. Ce n'est qu'à la Renaissance, avec la redécouverte des textes antiques et l'essor de l'humanisme, que le récit retrouve une nouvelle actualité. Les érudits, traducteurs et philosophes européens relisent Platon avec attention, tentant de relier ses propos à de nouvelles découvertes géographiques et scientifiques. Mais si les anciens n'ont pas largement repris le récit, cela ne signifie pas pour autant qu'il l'ait ignoré. Certains éléments du texte de Platon ont influencé en filigrane d'autres traditions.
Par exemple, la notion de décadence morale menant à une chute brutale réapparaît dans plusieurs récits historiques ou mythologiques. Le parallèle entre l'orgueil de l'Atlantide et la destruction de Troie, de Babylone ou de Sodome est souvent suggéré, même si l'analogie n'est pas toujours explicitement faite. Ce motif universel de la chute des puissants reste un pilier de la littérature antique. En outre, l'idée d'un peuple ancien, possédant un savoir supérieur, perdu avec le temps, traverse diverses cultures. Chez les Égyptiens, les Babyloniens ou encore les Hindous, on retrouve des récits d'ères antérieures où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux avant de sombrer dans le chaos. L'Atlantide s'inscrit donc dans une trame narrative plus large, celle de la mémoire fragmentée d'un âge d'or révolu. Même si Platon fut peut-être le premier à structurer ce récit dans un cadre philosophique précis, les fondations symboliques d'or de son histoire résonnaient déjà dans l'imaginaire collectif de l'époque. Ainsi, la réception de l'Atlantide dans l'Antiquité fut discrète, parfois sceptique, mais pas totalement absente. Elle révèle surtout la diversité des approches intellectuelles vis-à-vis des récits fondateurs. Certains y virent une fiction utile, d'autres une réalité oubliée, d'autres encore un message spirituel codé. Ce flou d'interprétation est peut-être la plus grande force du mythe, sa capacité à se réinventer, à s'adapter, à nourrir des lectures multiples selon les époques et les sensibilités. La rareté des références antiques à Diarmid-Az, l'Atlantide peut également s'expliquer par la nature même des dialogues platoniciens. Platon n'écrit pas un traité historique, mais une fiction philosophique, intégrée dans une construction argumentative plus large. Le récit de l'Atlantide sert avant tout à illustrer une idée, celle de la supériorité morale d'une cité vertueuse sur une puissance corrompue par le luxe et la domination. En ce sens, l'Atlantide joue un rôle similaire à celui d'autres figures littéraires inventées par Platon, comme le mythe de la caverne ou celui d'Air le Pamphilien. Ces fictions ont pour fonction d'éveiller la réflexion plutôt que de transmettre un savoir factuel. Il est également possible que la nature provocatrice du récit ait rebuté certains penseurs. L'idée qu'Athènes, berceau de la civilisation grecque, ait existé des millénaires avant les temps historiques connus, défiait la chronologie traditionnelle. De même, situer une civilisation avancée au-delà des colonnes d'Hercule revenait à suggérer l'existence de mondes ignorés par les Grecs eux-mêmes. À une époque où la cartographie restait limitée et où la mémoire historique reposait sur les archives locales, ces affirmations pouvaient me sembler extravagantes, voire dérangeantes. Certains chercheurs contemporains soulignent que la discrétion des anciens à propos de l'Atlantide n'implique pas nécessairement qu'ils la rejetaient. Le monde antique n'avait pas notre conception moderne de la vérité historique. Le mythe, l'allégorie et le souvenir flou coexistaient dans un même espace narratif. Ce qui importait, ce n'était pas tant la vérifiabilité du récit que sa portée morale ou éducative. Dans cette perspective, l'Atlantide ne nécessitait pas une validation empirique pour être considérée comme utile ou pertinente. Il est également possible que d'autres récits similaires aient existé, mais ne nous soient pas parvenus. La perte de nombreux textes antiques, en particulier ceux de l'époque hellénistique, limite notre compréhension de la réception du mythe. Des bibliothèques entières ont disparu, comme celle d'Alexandrie, emportant avec elles des œuvres qui auraient pu offrir un éclairage précieux sur l'impact réel du récit platonicien. Ce silence apparent pourrait donc n'être que partiel, lié à l'érosion naturelle des sources écrites au fil du temps. Enfin,
il faut souligner que certains penseurs anciens ont repris des motifs proches de l'Atlantide sans nécessairement en citer le nom. Le thème d'une civilisation détruite par la colère divine, d'un peuple orgueilleux puni pour ses excès, ou d'une terre fertile engloutie par les eaux, revient dans de nombreuses traditions littéraires. Il est possible que Platon ait cristallisé dans son récit des images et des symboles déjà présents dans la culture méditerranéenne. L'Atlantide ne serait alors pas une invention isolée, mais l'expression élaborée d'un imaginaire collectif partagé. Cette richesse symbolique explique pourquoi le récit de l'Atlantide a survécu au siècle, malgré son traitement marginal dans l'Antiquité. Il contient une tension universelle entre l'ordre et le chaos, entre la grandeur humaine et ses limites, entre la mémoire et l'oubli. En cela, il dépasse les frontières historiques pour s'inscrire dans une logique intemporelle. Même les penseurs les plus critiques ne pouvaient totalement ignorer sa puissance narrative et son potentiel explicatif. L'Atlantide, en somme, agissait déjà comme un prisme à travers lequel on pouvait interroger la condition humaine. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment, à partir de la Renaissance, ce récit va renaître avec force, nourri par les grandes découvertes géographiques et les bouleversements intellectuels de l'époque moderne. L'Atlantide va progressivement sortir du silence et devenir un objet de recherche, de fantasme et d'appropriation culturelle jusqu'à intégrer durablement l'imaginaire occidental. À partir de la Renaissance, le récit de l'Atlantide connaît un renouveau spectaculaire. Ce regain d'intérêt n'est pas anodin. Il coïncide avec une période de profonde transformation culturelle, scientifique et géographique. L'Europe redécouvre les textes de l'Antiquité, développe une nouvelle curiosité pour le passé et commence à explorer activement le monde. Dans ce contexte, l'Atlantide devient bien plus qu'une allégorie platonicienne. Elle est perçue comme une énigme à résoudre, une piste historique à suivre, voire une réalité perdue à retrouver. Les grandes découvertes maritimes bouleversent les certitudes établies. Avec la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb en 1492 et la révélation des continents américains, de nombreux penseurs européens se demandent si ces nouvelles terres pourraient correspondre à l'Atlantide de Mittentwadi. Platon, le Nouveau Monde, immense, riche en ressources, peuplé de civilisations inconnues, apparaît comme un candidat possible. Certains vont même jusqu'à affirmer que les peuples précolombiens sont les descendants des Atlantes, survivants d'un cataclysme ancien. Des auteurs comme Francisco López de Gomara et Gonzalo Fernández de Oviedo évoquent explicitement l'idée d'un lien entre les Indiens d'Amérique et les Atlantes. D'autres, influencés par des considérations religieuses ou ésotériques, voient dans l'Amérique la terre promise d'avant le déluge, ou une rémanence des anciens savoirs perdus. Ces interprétations, bien qu'aucune ne soit fondée sur des preuves solides, marquent une étape importante dans la transformation du mythe en hypothèse géographique. L'Atlantide quitte alors le domaine strict de la philosophie pour devenir un objet de spéculation historique et cartographique. La redécouverte des œuvres complètes de Platon, traduites et diffusées dans les langues européennes, contribue également à cette réactivation du mythe. Des humanistes comme Marcille Ficin traduisent les dialogues du grec au latin, les rendant accessibles à un large public lettré. Le récit de l'Atlantide, jusque-là méconnu ou marginal, est relu à la lumière des connaissances nouvelles. Des savants, des géographes, des religieux, des poètes s'en emparent, chacun selon ses objectifs. Le mythe devient un miroir dans lequel se projettent les espoirs,
les peurs et les ambitions d'une époque en mutation. Certains auteurs proposent des localisations alternatives pour l'Atlantide. L'île de Madère, les Açores, les Canaries, voire l'Islande, sont avancés comme possibles vestiges du continent englouti. Des cartes sont dessinées, intégrant des terres imaginaires dans l'Atlantique. Des explorateurs partent en quête de ruines anciennes, d'inscriptions mystérieuses, de traditions locales pouvant évoquer un souvenir collectif. Le besoin de relier les textes anciens aux découvertes modernes pousse à des rapprochements parfois audacieux, souvent arbitraires, mais toujours stimulants intellectuellement. L'influence du courant ésotérique est également décisive dans cette redéfinition du mythe. Des penseurs comme Giordano Bruno ou Athanasius Kircher s'intéressent à l'Atlantide non seulement comme à une terre disparue, mais comme à un centre de savoir oublié. Kircher, notamment, publie une célèbre carte représentant l'Atlantide, au milieu de l'océan Atlantique, entre l'Europe et les Amériques, qu'il prétend avoir reconstituée à partir de sources anciennes. Bien que cette carte repose sur des bases fragiles, elle exerce une influence durable sur l'imaginaire collectif. Parallèlement, le développement des sciences naturelles et de l'archéologie contribue à poser un regard plus critique sur les traditions antiques. Certains chercheurs commencent à distinguer les mythes des faits, à séparer les constructions symboliques des données empiriques. Pourtant, l'Atlantide résiste à cette démarche. Elle échappe à la vérification scientifique directe, mais demeure présente dans les esprits. Son pouvoir d'attraction ne diminue pas, au contraire. Plus elle reste introuvable, plus elle fascine. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais Francis Bacon écrit La Nouvelle Atlantide, un ouvrage dans lequel il imagine une société idéale fondée sur la science, la raison et l'ordre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une tentative de localisation réelle, l'usage du terme « Atlantide » montre que le mythe s'est déjà transformé en archétype, celui d'un monde perdu, à la fois avancé et mystérieux, qui incarne des valeurs intellectuelles, morales ou spirituelles selon les besoins de l'époque. L'Atlantide devient un modèle, une utopie, un cadre pour penser l'avenir autant que pour interroger le passé. Le XVIIIe siècle, marqué par les Lumières, voit apparaître des débats plus rigoureux sur la question. Des historiens, des géologues et des philosophes s'interrogent sur la possibilité d'un continent submergé, sur les mouvements tectoniques, sur la formation des mers. Certains cherchent à identifier l'Atlantide avec des terres disparues ou modifiées de par des séismes. D'autres rejettent purement et simplement le mythe comme une fiction sans fondement. La controverse s'installe durablement, opposant les partisans d'une Atlantide réelle à ceux qui n'y voient même qu'un récit moral antique. À mesure que le savoir progresse, les hypothèses se multiplient, mais aucune ne parvient à emporter l'adhésion générale. L'Atlantide devient un sujet de réflexion transdisciplinaire, à la croisée de l'histoire, de la géographie, de la philosophie et de la littérature. Elle alimente les controverses, stimule la créativité intellectuelle et symbolise les limites de notre connaissance du passé. Ce n'est pas tant la preuve de son existence qui importe que la question qu'elle pose. Jusqu'où peut-on remonter dans le temps? Qu'avons-nous oublié? Et surtout, qu'est-ce que cette perte dit de nous-mêmes? Le mythe de l'Atlantide, tel qu'il renaît à la Renaissance, n'est donc pas une simple reprise du texte de Platon. C'est une réinvention culturelle, adaptée aux besoins d'une époque en quête de sens, d'ordre et de repères dans un monde en expansion. La civilisation perdue devient une surface de projection infinie. Chacun y voit ce qu'il cherche, la sagesse oubliée,
l'unité perdue, le danger du progrès sans conscience ou la nostalgie d'un âge d'or. Et c'est sans doute cette malléabilité qui lui assure une longévité exceptionnelle dans l'imaginaire européen. Dans la prochaine partie, nous explorerons plus en détail les grandes théories modernes sur la localisation de l'Atlantide, les méthodes utilisées pour la rechercher et les arguments scientifiques qui ont été avancés au fil du temps. Le mythe va entrer alors dans une nouvelle phase, celle de la recherche empirique, de la fouille archéologique et du débat entre croyance et rigueur méthodologique. Au cours des derniers siècles, la quête de l'Atlantide a pris une tournure de plus en plus empirique. Des chercheurs, des explorateurs, des archéologues et des géologues ont tenté de localiser concrètement le continent disparu, décrit par Platon. Cette recherche, bien que souvent marginale dans le monde académique, a mobilisé des ressources considérables et suscité une profusion de théories. Si la science moderne a progressivement écarté certaines hypothèses fantaisistes, elle n'a pas entièrement fermé la porte à l'idée qu'un souvenir réel puisse se cacher derrière le mythe. Parmi les premières hypothèses sérieuses figure celle de Santorin, une île de la mer Égée anciennement appelée Terra. Au XVe siècle avant notre ère, cette île a été le théâtre d'une éruption volcanique cataclysmique, l'une des plus puissantes de l'histoire humaine. Elle a détruit une grande partie de l'île, enseveli la cité d'Akrotiri sous les cendres et provoqué des tsunamis dévastateurs dans toute la région. Certains chercheurs pensent que cet événement pourrait avoir inspiré, directement ou indirectement, le récit platonicien de l'engloutissement de l'Atlantide. Les similitudes sont troublantes. Une île riche et avancée, détruite en Sesmada, un seul jour et une seule nuit. Une civilisation prospère, possédant une architecture élaborée, des fresques raffinées et un haut niveau d'organisation sociale. Les fouilles archéologiques menées à Akrotiri depuis le XXe siècle ont révélé un urbanisme sophistiqué, des systèmes d'assainissement et une culture proche de la Crète minoenne. Toutefois, plusieurs objections subsistent. La localisation de Terra ne correspond pas à la position géographique décrite par Platon, et la chronologie proposée est très différente. Une autre théorie populaire situe l'Atlantide, en Espagne, plus précisément dans la région du parc national de Doñana, près de l'embouchure du Guadalquivir. Des structures circulaires, repérées par satellite, ont été interprétées par certains comme les traces d'une cité engloutie. Des expéditions menées sur place ont permis de découvrir des restes de constructions antiques, mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'une ville atlante. Les défenseurs de cette hypothèse avancent que les descriptions platoniciennes pourraient avoir été déformées au fil du temps et qu'il faut les lire avec souplesse. Les Açores, archipel situé au milieu de l'Atlantique, ont aussi été proposés comme possible emplacement de l'Atlantide. Leur isolement, leur origine volcanique et leur situation géographique correspondent partiellement aux éléments donnés par Platon. Des théories similaires ont été formulées pour les îles Canaries, les Bahamas et même Cuba. Cependant, aucune fouille archéologique n'a encore mis en évidence la présence d'une civilisation ancienne et avancée dans ces zones, correspondant au niveau de développement décrit dans les dialogues platoniciens. D'autres théoriciens ont cherché à relier l'Atlantide à des terres aujourd'hui immergées à cause de la montée des océans après la dernière glaciation. Le Doggerland, par exemple, un territoire qui reliait autrefois la Grande-Bretagne au continent européen, est parfois cité. Cette région a été submergée par la mer du Nord il y a environ 8000 ans à la suite de l'effondrement d'un barrage glaciaire. Les partisans de cette idée
suggèrent que le souvenir de cette disparition pourrait avoir été transmis oralement sur des millénaires, jusqu'à parvenir aux Grecs. Une approche plus symbolique mais ancrée dans les réalités archéologiques consiste à considérer que l'Atlantide n'était pas une île unique, mais un syncrétisme de plusieurs récits anciens. Selon cette théorie, Platon aurait combiné différents épisodes historiques, l'éruption de Santorin, les invasions maritimes du peuple des mers, les légendes égyptiennes, pour en faire une allégorie philosophique puissante. L'Atlantide serait alors une construction narrative, mais reposant sur des événements réels, amalgamés dans un objectif moral et politique. Certains chercheurs tentent de valider cette approche à travers des analyses comparatives. Ils examinent les mythes de déluge, présents dans de nombreuses cultures, comme ceux de Mésopotamie, de la Bible ou des peuples d'Amérique du Sud. Tous évoquent une grande destruction par les eaux, parfois liée à la colère divine, souvent accompagnée de la disparition d'une société avancée. Ces parallèles suggèrent qu'un événement ancien, peut-être localisé, aurait pu marquer durablement la mémoire collective de l'humanité et donner naissance à de multiples récits convergents. Des géologues se sont également intéressés aux mouvements tectoniques et aux failles sous-marines dans l'Atlantique. Certains reliefs, comme le plateau de l'Atlantide, situé près de la dorsale médio-atlantique, ont alimenté des spéculations sur la possibilité de continents engloutis. Des recherches océanographiques, notamment menées à l'aide de sonars et de submersibles, ont permis de cartographier le fond des océans avec une grande précision. Pourtant, aucun indice probant n'a été découvert jusqu'ici pour confirmer l'existence d'une ancienne civilisation marine avancée dans ces zones. Les archéologues, quant à eux, restent prudents. Leur méthode repose sur des preuves matérielles tangibles, vestiges, inscriptions, outils, objets d'art, structures architecturales. Tant qu'aucune trace de la culture atlante, telle que décrite par Platon, n'est démise au jour dans un contexte clairement daté et interprétable, ils considèrent le récit comme non prouvé. Certains soulignent aussi que les standards de preuve ont évolué depuis l'Antiquité et que l'on ne peut pas exiger des récits mythologiques ce que l'on attend d'une fouille archéologique moderne. Malgré cela, des passionnés continuent à mener leurs propres enquêtes. Des expéditions privées, parfois financées par des mécènes ou des organisations indépendantes, parcourent les océans à la recherche de ruines sous-marines. Des documentaires, des livres grand public et des forums en ligne entretiennent l'intérêt du public. La quête de l'Atlantide est ainsi devenue une aventure collective, mêlant science, imagination et désir de retrouver un passé enfoui. Cette mobilisation témoigne du pouvoir émotionnel que ce mythe exerce encore aujourd'hui. En fin de compte, la recherche de l'Atlantide n'est pas qu'une affaire de géographie. Elle révèle notre fascination pour les origines, notre peur de l'oubli, notre besoin de croire qu'un monde meilleur a pu exister. Elle illustre aussi les tensions entre mythes et science, entre récits fondateurs et preuves tangibles. Et même si l'Atlantide n'était jamais retrouvée, sa présence dans nos esprits, nos cartes et nos imaginaires montre qu'elle existe bel et bien, d'une autre manière. Dans le chapitre suivant, nous examinerons la place de l'Atlantide dans la culture populaire contemporaine, comment elle a été représentée dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et l'art, et pourquoi cette fascination perdure malgré l'absence de toute preuve définitive. Depuis le XXe siècle, le mythe de l'Atlantide a trouvé une place permanente dans la culture populaire mondiale.
Qu'elle soit traitée avec sérieux ou fantaisie, cette histoire ancienne continue d'inspirer auteurs, réalisateurs, artistes et créateurs de toutes disciplines. Son pouvoir de séduction semble inaltérable, traversant les générations, les supports et les genres, au point de devenir un symbole universel de mystère, de grandeur perdue et de quête inachevée. La littérature moderne a joué un rôle majeur dans cette diffusion. Dès le 19e siècle, des écrivains comme Jules Verne, dans « 20 000 lieues sous les mers », évoquent donc des ruines englouties, rappelant celles de l'Atlantide. L'idée d'une civilisation avancée ayant précédé la nôtre devient un ressort narratif puissant. D'autres auteurs, comme Ignatius Donnelly, publient des ouvrages prétendant démontrer scientifiquement l'existence de l'Atlantide, influençant durablement l'imaginaire collectif. Dans la science-fiction, l'Atlantide devient un monde parallèle, une technologie perdue, ou même une civilisation extraterrestre disparue. Au cinéma, l'Atlantide était représentée sous des formes très variées. Le film Atlantis The Lost Empire de Disney, sorti en 2001, propose une version où la cité semble cachée au cœur de la Terre, protégée par une énergie mystérieuse. Des blockbusters comme Aquaman, sorti en 2018, intègrent une Atlantide réinventée comme royaume sous-marin, avec ses propres structures politiques et culturelles. Le cinéma d'aventure, de fantastique et de science-fiction utilise fréquemment le mythe pour explorer des thèmes comme la technologie oubliée, la mémoire du monde ou le pouvoir destructeur de l'homme. Les jeux vidéo ont également adopté le mythe. Des titres comme Tomb Raider, Assassin's Creed ou encore Civilization intègrent des références directes ou indirectes à l'Atlantide. Ces univers interactifs permettent aux joueurs d'explorer les ruines d'une civilisation engloutie, d'en découvrir les secrets et parfois même de réécrire son histoire. L'Atlantide y est tantôt une énigme à résoudre, tantôt un lieu de pouvoir à conquérir, ou encore une source de sagesse oubliée à retrouver. Ce traitement interactif du mythe renforce son attractivité auprès des nouvelles générations. Dans les arts plastiques, la représentation de l'Atlantide varie selon les époques et les styles. On trouve des tableaux de la Renaissance figurant des cités idéales submergées, des gravures du XIXe siècle mêlant ruines antiques et paysages marins, ou encore des installations contemporaines jouant sur l'idée de mémoire effacée. L'Atlantide devient alors une métaphore plastique, un espace de projection esthétique où se mêlent nostalgie, beauté, destruction et utopie. Le mythe inspire également la musique, avec des compositions orchestrales, des albums conceptuels et des chansons évoquant la cité disparue. Au-delà des œuvres individuelles, l'Atlantide s'est imposée comme un archétype culturel. Elle est citée dans les discours politiques, utilisée dans la publicité, évoquée dans des émissions documentaires. Certaines mouvances spirituelles ou ésotériques affirment entretenir un lien symbolique avec la sagesse atlante, présentée comme supérieure à la nôtre. Des théories de l'évolution spirituelle ou cosmique intègrent l'Atlantide comme étape essentielle dans l'histoire cachée de l'humanité. Ces discours, souvent marginaux ou non scientifiques, montrent néanmoins la vitalité du mythe dans les mentalités contemporaines. L'enseignement académique, lui, reste prudent. Dans les programmes d'histoire ou de philosophie, l'Atlantide est abordée comme un mythe fondateur ou une allégorie. Elle permet de discuter des limites entre récit et réalité, entre mémoire collective et invention. Les enseignants s'en servent pour illustrer la manière dont les sociétés construisent de leur passé, sélectionnent les éléments de leur histoire
et utilise des figures symboliques pour exprimer des idées complexes. Ainsi, même dans un cadre critique, l'Atlantide conserve une fonction pédagogique et réflexive. Les médias contemporains exploitent également l'Atlantide comme ressort narratif. Des séries de télévisées, des podcasts, des documentaires et des chaînes YouTube analysent ses origines, débattent de sa possible localisation ou en font le centre de récits fictionnels. Le mythe devient un produit culturel à part entière, consommable, transformable, adaptable à tous les formats. Il traverse les frontières linguistiques, s'implante dans diverses cultures et s'insère dans les récits collectifs de sociétés très différentes. Ce succès populaire peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, l'Atlantide combine plusieurs éléments narratifs forts. Une origine divine, une prospérité spectaculaire, une décadence morale, une destruction brutale. Ensuite, elle incarne un rêve universel, celui d'un monde parfait, perdu, mais encore accessible par l'imaginaire. Enfin, elle suscite une quête, un désir de vérité, une volonté de dépassement des limites actuelles du savoir. À une époque où les certitudes s'effritent, le mythe propose une réponse ouverte, une énigme permanente. Ce phénomène révèle également notre rapport complexe au passé. L'Atlantide représente ce que nous pensons avoir perdu, ce que nous redoutons de perdre, ou ce que nous espérons retrouver. Elle incarne la mémoire floue d'une humanité idéale, le sentiment que quelque chose d'essentiel nous échappe. Elle nous confronte à nos lacunes, à notre besoin de récits cohérents et à notre capacité à transformer des absences en présence symbolique. Elle est une histoire que nous écrivons sans fin, une page toujours rouverte. Dans la prochaine partie, nous explorerons plus en profondeur les lectures symboliques et philosophiques de l'Atlantide, en analysant comment ce mythe, à Simspaka, était utilisé pour interroger l'éthique, le pouvoir, la mémoire et les cycles de l'histoire humaine. L'Atlantide n'est pas seulement un récit de civilisation disparue. Elle est aussi une construction philosophique dense, utilisée pour réfléchir aux principes fondamentaux de l'organisation humaine. Platon, en inscrivant ce mythe dans ses dialogues, n'avait pas pour but premier de proposer un fait historique, mais bien d'illustrer des concepts politiques, éthiques et sociaux. Le contraste entre l'Atlantide et l'Athènes, idéalisé de son récit, sert à mettre en lumière les conséquences de la corruption morale et de la perte de l'ordre divin dans la gestion des affaires humaines. Le cœur de cette opposition repose sur la question de la mesure. L'Atlantide, dans sa phase initiale, vivait selon des lois transmises par les dieux, dans l'harmonie, la justice et la modération. Mais avec le temps, la richesse accumulée, l'ambition croissante et le pouvoir démesuré ont érodé ses vertus. Le mythe devient alors une illustration de l'hubris, ce concept grec désignant la démesure, l'orgueil et la transgression des limites imposées par l'ordre cosmique. Dans la pensée grecque, l'hubris appelle inévitablement la némésis, la sanction divine, ici incarnée par la destruction totale. À travers cette trame, Platon critique les sociétés de son temps, qui, selon lui, ont abandonné la sagesse au profit du luxe, la vertu au profit de la puissance et la raison au profit de l'intérêt. L'Atlantide est la cité qui a oublié ses fondements spirituels, qui s'est construite sur des bases solides mais les a trahis. Elle représente ce que devient une société qui ne respecte plus les limites naturelles, sociales et divines. Athènes, à l'inverse, même si elle est idéalisée dans le récit, incarne l'équilibre, l'engagement civique et la maîtrise de soi. Le mythe s'inscrit ainsi dans une tradition philosophique
qui cherche à penser la relation entre le pouvoir et la morale. Il interroge la manière dont les institutions doivent être fondées, non seulement sur la force ou la technique, mais aussi sur une éthique partagée. Une cité ne se définit pas seulement par ses murs, son armée ou sa richesse, mais par l'éducation de ses citoyens, la justice de ses lois et le respect des principes universels. L'Atlantide, en perdant ses repères, devient un exemple de ce qu'il ne faut pas imiter. Au-delà de Platon, d'autres philosophes ont vu dans l'Atlantide une métaphore du cycle des civilisations. L'idée selon laquelle toute société suit une trajectoire, naissance, apogée, déclin, disparition, est ancienne. L'Atlantide incarne ce cycle, mais de manière accélérée et dramatique. Elle naît dans l'ordre, prospère dans l'excès et disparaît dans le chaos. Cette lecture cyclique du temps historique a influencé de nombreuses traditions philosophiques, de l'Antiquité à nos jours, et trouve dans le mythe un terrain d'expression particulièrement fort. Certains penseurs modernes, comme Oswald Spengler ou Arnold Toynbee, ont utilisé l'image de l'Atlantide pour illustrer leur théorie sur le déclin des civilisations. Pour eux, les sociétés humaines ne progressent pas de manière linéaire, mais traversent des phases de grandeur et de chute, souvent liées à leur rapport au sacré, à la nature et à la culture. L'Atlantide devient alors un avertissement permanent. Elle rappelle que la puissance matérielle ne garantit ni la sagesse ni la pérennité, et que l'oubli des fondements spirituels conduit inévitablement à la ruine. Sur le plan symbolique, l'Atlantide peut aussi être interprétée comme l'image de l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, bien qu'il n'ait pas écrit directement sur le sujet, aurait pu voir dans l'Atlantide un archétype, une représentation symbolique d'un monde perdu, enfoui dans la psyché humaine. L'idée d'un paradis englouti, d'un savoir oublié, d'une vérité cachée sous les eaux, correspond à une dynamique profonde de la mémoire, de la perte et du désir de reconquête intérieure. L'Atlantide devient alors une allégorie de la quête de soi. La relation entre mémoire et mythe est également centrale. L'Atlantide, qu'elle ait existé ou non, fonctionne comme un support narratif pour explorer les mécanismes de la mémoire collective. Elle représente ce qui a été effacé, ce que l'on tente de reconstituer, ce qui échappe à la chronologie officielle. Dans un monde où les archives, les traces et les preuves conditionnent notre rapport au passé, l'Atlantide introduit une autre forme de mémoire, plus diffuse, plus subjective, mais tout aussi structurante pour les identités collectives. Break. Time 2.5. Cette fonction mémorielle du mythe s'étend aussi à la notion de catastrophe. L'Atlantide, en tant que récit de destruction totale, anticipe les peurs modernes, celles de l'effondrement écologique, de la guerre totale, de la disparition de la civilisation sous ses propres excès. Le mythe devient une projection de nos angoisses, mais aussi un outil critique pour réfléchir à nos modes de vie. Il nous force à nous interroger sur la durabilité de nos structures, la solidité de nos valeurs et la place de l'humain dans l'équilibre global. Enfin, sur un plan politique, l'Atlantide est une invitation à penser la cité idéale par son contraire. En montrant ce qu'une société ne doit pas devenir, elle oblige à définir ce qu'elle devrait être. Elle pousse à formuler les critères d'une gouvernance juste, d'une économie équilibrée, d'une culture enracinée dans la sagesse. Elle rappelle que la grandeur véritable ne se mesure pas à la richesse ou à la puissance, mais à la capacité d'un peuple à vivre en harmonie avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur les parallèles entre le mythe de l'Atlantide
et d'autres récits de civilisations disparues dans les traditions du monde entier, afin de mieux comprendre les constantes anthropologiques qui se cachent derrière ces histoires universelles. Le mythe de l'Atlantide, bien qu'ancré dans la tradition occidentale par l'intermédiaire de Platon, trouve des échos remarquables dans de nombreuses cultures à travers le monde. L'idée d'une civilisation ancienne, puissante, disparue à la suite d'un cataclysme est une constante des récits mythologiques humains. Ces similitudes ne prouvent pas une origine commune, mais révèlent des mécanismes universels de mémoire, de transmission et de structuration du passé. Comparer l'Atlantide à d'autres légendes permet de mieux comprendre les peurs, les espoirs et les représentations collectives partagées de par différentes des sociétés. L'un des parallèles les plus connus est celui du déluge. Dans la tradition mésopotamienne, l'épopée de Gilgamesh décrit comment les dieux, irrités par le bruit et la corruption des hommes, décident de détruire l'humanité par une inondation. Un seul homme, Uta-Napishtim, est sauvé grâce à la construction d'un bateau. Ce récit, antérieur à la Bible, partage plusieurs motifs avec celui de Noé dans l'Ancien Testament. Dans les deux cas, la destruction est liée à une faute morale collective, et la survie passe par un acte de sagesse ou d'obéissance. L'idée d'un monde effacé par les eaux pour punir l'orgueil des hommes résonne fortement avec celui de l'Atlantide. En Inde, les textes anciens contiennent également des récits de grandes civilisations disparues. Le Mahabharata et d'autres épopées font état de cités merveilleuses détruites par des guerres cataclysmiques et des armes d'une puissance extrême. La ville de Dwarka, attribuée au dieu Krishna, est décrite comme splendide et technologiquement avancée, avant d'être submergée par l'océan. Des fouilles sous-marines au large des côtes du Gujarat ont mis au jour des structures anciennes qui ont été interprétées par certains comme des preuves d'une cité engloutie. Toutefois, les archéologues restent prudents sur ces conclusions. Chez les peuples autochtones des Amériques, on trouve également des récits évoquant des destructions massives et la disparition d'anciens mondes. Les Mayas et les Aztèques parlent de cycles cosmiques où plusieurs civilisations précédentes ont été anéanties par le feu, l'eau ou les tremblements de terre. Le Popol Vuh, texte sacré des Mayas quichés, évoque la création et la destruction répétée de l'humanité. Là encore, l'idée d'un cycle, d'une faute collective et d'un effacement soudain s'inscrit dans un schéma narratif proche de celui de l'Atlantide. Les traditions nordiques, avec le mythe du Ragnarök, décrivent également une fin brutale du monde connu, suivie d'une renaissance, bien que ce ne soit pas une histoire de civilisation engloutie à proprement parler. Elle exprime une même vision cyclique du temps, où l'ordre établi s'effondre pour céder la place à un renouveau. Le rôle de la mer, des inondations et des forces naturelles incontrôlables est central dans ce mythe, tout comme dans celui de l'Atlantide. La mer est à la fois nourricière et destructrice, gardienne de secrets et force de purification. En Afrique, certaines traditions orales racontent également l'histoire de royaumes disparus, souvent associés à des cataclysmes ou à la colère des dieux. Le royaume de Kush, les cités enfouies du Sahara ou les légendes du Zimbabwe ancien font état d'un passé glorieux révolu. Ces récits ne parlent pas nécessairement d'engloutissement, mais partagent l'idée d'une mémoire fragmentaire d'un âge d'or oublié. La transmission orale, bien que moins rigide que l'écriture, permet de préserver des structures narratives proches de celles observées chez Platon, autour de la décadence et de la perte. Dans les archipels du Pacifique, les traditions polynésiennes contiennent également des récits de terres disparues,
sous les eaux, des îles englouties, des civilisations disparues, des temples marins sont évoqués dans les chants anciens et les légendes des navigateurs. Certaines hypothèses ont même cherché à relier ces récits à des réalités géologiques, comme l'effondrement de certaines îles volcaniques ou les effets du réchauffement climatique sur le niveau des mers. Bien que ces récits soient l'un souvent symboliques, ils expriment un rapport profond au territoire, à la mer et à la fragilité de l'équilibre humain. L'Océanie n'est pas seule à porter ce type de mémoire. En Chine, les chroniques anciennes évoquent de parfois des déluges monumentaux, comme celui de l'empereur Yu le Grand, qui aurait sauvé l'Empire en maîtrisant les eaux en furie. Dans ces textes, le cataclysme est souvent associé à une réforme morale et politique. Le héros qui sauve le peuple est aussi celui qui rétablit la justice et l'ordre. Ces récits s'inscrivent donc dans une logique similaire à celle de l'Atlantide. La crise naturelle est liée à une crise morale, et la solution passe par un retour à l'équilibre cosmique et social. Ces multiples parallèles suggèrent que l'idée d'un monde perdu, que ce soit par punition divine, par excès humain ou par caprice de la nature, fait partie intégrante des structures mentales humaines. Il montre aux hommes que l'Atlantide n'est pas une exception, mais un exemple parmi d'autres d'un motif universel. Cette universalité ne doit pas être interprétée comme la preuve d'une réalité historique commune, mais comme la manifestation d'une même angoisse face à la précarité de la civilisation et d'un même désir de compréhension face à la perte et à l'oubli. Enfin, ces récits nous rappellent que les civilisations ne sont pas éternelles. Qu'elles soient englouties, effacées ou transformées, elles laissent des traces dans les mémoires, dans les ruines, dans les récits. L'Atlantide, en se plaçant au croisement de l'histoire, du mythe et de la philosophie, incarne cette tension permanente entre permanence et disparition. En étudiant ces échos dans d'autres cultures, nous comprenons que partout, les sociétés humaines cherchent à donner un sens à leur finitude et à inscrire leur existence dans une trame plus vaste, où le passé sert de leçon et de miroir. Break, Time 2.5. Dans la prochaine partie, nous examinerons les usages politiques du mythe de l'Atlantide, en particulier dans les contextes modernes, où il a été mobilisé pour justifier des idéologies, des ambitions impériales ou des conceptions du progrès humain